Le seul rebondissement qu'il y a, c'est le rebondissement qui est né du discours du président sortant. En réalité, le Sénégal s'est réveillé un beau matin et un arbitre du jeu qui aurait dû organiser sa succession le plus normalement du monde a décidé, sur la base de prétextes d'ailleurs qui aujourd'hui se retrouvent de plus en plus fallacieux, qu'il y avait une tentative de corruption d'éminents membres du Conseil constitutionnel. C'est ce qui a amené cet imbroglio dans lequel notre pays est plongé et est devenu la risée du monde. Donc s'il y a rebondissement, c'est ça, c'est le discours du président de la République qui est consécutif à un décret après qu'il va prendre pour abroger le décret convoquant le corps électoral. Et c'est ce qui a amené cette situation d'instabilité. Le Sénégal avait retrouvé une quiétude et une paix parce que les Sénégalais savaient que le 25 février, ils allaient à bon droit exercer leur vote citoyen et choisir celui qui allait prédestiner à l'exercice du pouvoir. Donc malheureusement, Macky Sall a faussé le jeu et nous sommes à cette situation où, étant certain que ce qu'il avait fait n'était qu'une violation manifeste et grotesque de la loi électorale de la Constitution, avant même les députés, nous, candidats reconnus par le Conseil constitutionnel, certains d'entre nous étions partis saisir le Conseil constitutionnel pour lui demander, conformément aux dispositions des articles 29 et 34 de la Constitution sénégalaise et conformément à l'alinéa 7 de l'article 103, de pouvoir rester le juge constitutionnel et de restaurer l'état de droit. Ce que le juge constitutionnel a fait, parce qu'en réalité, l'intangibilité du mandat est consacrée par l'alinéa 7, de même que la formule républicaine de notre pays. Il n'y a pas de rebondissement, il y a juste des personnes qui ont l'intention manifeste de saboter le jeu électoral et c'est ce qui crée cette tension-là et c'est dommage pour la démocratie sénégalaise, c'est dommage même pour l'image de notre pays qui était un champion de la démocratie, qui était vu vraiment comme un modèle, comme une icône et qui faisait des dismules dans l'Afrique noire. Aujourd'hui, nous sommes la risée du monde et j'espère que les autorités en place vont se ressaisir au grand bénéfice des Sénégalais. Le FC 25 maintenant est composé de 16 candidats. Je pense que si on est sérieux, c'est en réalité les candidats qui ne sont dans aucun calcul mus par un intérêt de sabotage du processus électoral. Il n'y figure pas naturellement le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, on comprendrait sa position. Un autre candidat qui ne figure pas, c'est l'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui voudrait conditionner une élection à une enquête aboutie sur ces accusations de corruption, lesquelles accusations sont tombées à l'eau déjà avec la commission d'enquête qui est enterrée, et le président Idrissa Seck aussi, qui n'est pas un candidat qui est membre de notre plateforme. Donc tout le reste des candidats continuent à travailler d'arrache-pied avec les autres, en fait, la plateforme Aar Sunu Élection pour pouvoir mener le combat pour l'exercice libre des libertés au Sénégal. Donc, nous sommes à l'aise, nous continuons de mener le combat. Demain, nous avons convié la presse nationale et internationale à un point de presse qui va annoncer une série d'actions. Hier déjà, nous avions sorti un communiqué pour nous offusquer de l'aberration suite à cette lenteur connue, d'accord, que le président a, alors qu'il aurait pu appeler au dialogue et que les gens passent à autre chose. J'ai dit que la situation du pays était complexe. Nous avons vécu presque 2 ans et demi, 3 ans de crise politique intense et d'instabilité sociale, avec des violences qui ont amené mort d'hommes et qui ont même été exercées sur les forces de défense et de sécurité. Donc le Sénégal était dans une situation assez complexe où il fallait baisser la tension. Donc si à ces épisodes-là, en plus de l'emprisonnement de certains opposants radicaux au régime, venait s'ajouter cette vague d'emprisonnement de jeunes manifestants, j'ai considéré que en fait, ce n'était pas une bonne chose qu'on continue à parler alors qu'on est... En fait, il a voulu reporter n'importe comment les élections. Donc j'ai dit qu'il fallait qu'il donne des gages pour au moins qu'il y ait un peu de respiration dans la vie politique sénégalaise et dans la vie du pays tout court. Et c'est pourquoi j'avais appelé de tous mes voeux à l'ouverture de l'université, parce que nos étudiants ne sont pas en train de subir les enseignements, de la même manière qu'il fallait libérer ces cohortes de jeunes dans tout le Sénégal qui ont été arrêtés dans le cadre de manifestations et pour lesquels aucun acte de procédure n'a été posé. Donc des détentions préventives qui ont dépassé 6 ou 8 mois devenaient une insulte à l'exercice libre du droit de manifester et à la protection des Sénégalais. Donc c'est tant mieux qu'ils puissent accepter de continuer cette vague de libération. J'ai entendu le ministre de la Justice en parler d'ailleurs dans les médias hier. Je considère que cet exercice-là doit se faire à l'échelle nationale. Et que aussi les autres enfants du Sénégal qui sont dans la diaspora, qui ont peur de venir séjourner dans leur pays parce que simplement ils ont eu à prendre des positions assez
farouche contre le pouvoir, ces jeunes-là aussi, ces Sénégalais-là, ont les mêmes droits que nous autres qui sommes là. Donc qu'on ouvre les vannes et que l'apaisement ne se fasse pas uniquement par les politiciens ou quelques 2 ou 3 officines politiques, mais que ce soit une affaire de tous les Sénégalais. Nous sommes fermes là-dessus. Nous, plateforme FC25, nous sommes fermes là-dessus. C'est une position non négociable. Ce qu'il y a, c'est que le Conseil constitutionnel a demandé au président de la République, dans les plus brefs délais, de continuer le processus électoral. Parce que n'oubliez pas que c'est le ministère de l'Intérieur qui est le ministère en charge des élections. Donc l'organisation électorale, surtout en ce qui concerne le matériel électoral et tout, est du ressort de l'État du Sénégal. Donc quand le Conseil constitutionnel invite les différentes parties à trouver le meilleur consensus possible pour tenir les élections à bonne date, il y a eu un précédent dans sa décision, c'est le considérant 14 qui a été clair, qui dit que dans tous les cas de figure, tout doit se faire avant l'expiration de son mandat qui est le 2 avril. Donc ce que nous pensons, c'est que si l'exécutif, la Sénat et le judiciaire, donc ils sont en charge du processus électoral, veulent des concertations, ils doivent pouvoir les avoir uniquement avec les 19 candidats retenus à l'élection présidentielle. Et que n'importe comment, qu'on sache qu'on ne doit pas sortir du 2 avril, parce que c'est la date butoir pour la fin du mandat du président sortant. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de commerces qui ont été vandalisés, il y a eu des enseignes qui ont fait la cible systématique de manifestants. Si vous y ajoutez une période d'incertitude qui inscrit, vous savez très bien que les investissements privés, surtout les investissements directs étrangers, le partenariat public-privé, le cadre économique, même avec nos acteurs économiques locaux, doit pouvoir avoir un environnement concurrentiel assez apaisé pour pouvoir s'exprimer convenablement. Donc vous savez très bien qu'actuellement, nous allons vers une ère d'incertitude où il va y avoir un repli des investissements, puisque, naturellement, nous ne savons pas où ces élections vont nous amener. Nous ne savons pas quels sont les engagements aujourd'hui qui vont être pris par l'État du Sénégal, qui vont être pérennisés par le pouvoir qui va rentrer. Donc, je sais que si j'étais à leur place aussi, j'allais me comporter de la même manière. Si je suis un acteur économique, je fais un repli de mes investissements et j'attends d'avoir une lisibilité. Donc, c'est quand même dommage pour notre pays que nous en soyons là, parce que simplement des désiderata politiques amènent des élites à vouloir compléter sur le dos du Sénégal et sur la volonté des Sénégalais. Donc, et c'est une des raisons pour lesquelles je me dis la crise est assez difficile. Donc nous avons un pays aussi qui n'a pas été épargné par les crises consécutives de la Covid et de la guerre en Ukraine. Donc nous avions un contexte qui pouvait nous aider, c'est-à-dire l'accueil bientôt du pétrole et du gaz, mais nous sommes en train de transformer nos atouts en contraintes. Parce que nous sommes en train de rendre notre pays très dangereux du point de vue de l'attractivité. Quand un pays est instable du point de vue de sa charte fondamentale ou de ses lois et règlements, quand un pays est ciblé par les partenaires multilatéraux ou bilatéraux comme un pays qui ne respecte pas la charte fondamentale du pays, donc naturellement, ça donne une mauvaise réputation et ça impacte sur l'environnement des affaires. Donc vivement qu'on passe ce cap-là, ne serait-ce que pour ça, nous devons passer ce cap-là et aller à autre chose. Écoutez, je suis un fonctionnaire de l'État, je connais assez le fonctionnement de l'État. Et d'ailleurs, c'est un débat soulevé par les officines de Benno Bokk Yakaar pour faire croire qu'il y ait une continuité parce que le Sénégal est un pays qui est en danger, notamment dans le cadre de son voisinage immédiat avec la crise du terrorisme qui peut sévir dans certains pays comme le Mali, qu'il y a beaucoup d'autres enjeux comme le pétrole pour lesquels il faut passer le cap sécuritaire. Mais je rappelle qu'avant Macky Sall, avant Abdoulaye Wade et bien avant Abdou Diouf, le Sénégal a eu une des armées, en tout cas des forces de défense et de sécurité les plus républicaines et réputées les plus sérieuses du monde. Notre pays, aujourd'hui, est le 8e contributeur mondial en matière d'hommes dans le cadre des missions de maintien de la paix. Donc, cette armée-là, ces forces de défense et de sécurité sont fondamentalement républicaines. Elles peuvent agir si la République est menacée, mais qu'on ne permette pas que la République soit menacée. Ce qui peut menacer la République, c'est le défaut de respect des règles du jeu. Quand un président veut s'installer éternellement, quand aussi des politiques pensent qu'ils peuvent violer la Constitution ou la loi n'importe comment, mais naturellement, d'autres personnes peuvent prendre leur place. Mais je sais l'armée sénégalaise, je connais la gendarmerie, la police et toutes les forces de défense et de sécurité assez républicaines pour nous protéger autant dans le pays et pour redorer l'image du Sénégal à l'international. Donc c'est un faux débat, sauf maintenant à vouloir leur donner cet appétit-là.
Mais je sais que nos forces de défense ne sont pas dans ce cadre-là et que résolument, elles continuent à veiller sur notre sécurité et sont un des instruments qui fait la fierté du Sénégal en matière de rétablissement de la paix et de la concorde dans d'autres pays du monde. Donc, pour moi, on agite un faux débat et s'il y a un danger aujourd'hui dans notre pays, ce sont des hommes politiques qui ne veulent pas respecter les règles du jeu. Ce sont des hommes politiques qui ne veulent pas que les 19 qui ont été choisis dans le cadre d'un processus transparent, d'accord, que ces 19-là puissent compétir normalement. Je rappelle qu'en 2019, les mêmes circonstances étaient là. Il y avait des candidats d'envergure, d'ailleurs c'était Karim Wade et Khalifa Sall, et qui n'ont pas pu participer au scrutin de 2019. Je rappelle aussi qu'il y a eu un front qui était né, le front F25, était né des candidats qui avaient été spoliés dans le cadre du parrainage, disait-il. Donc, pour autant, on n'a pas repris le processus électoral. Donc, il ne faut pas aujourd'hui que ce soit un prétexte pour qu'on reprenne le processus. Travaillons à aller aux élections et que les Sénégalais choisissent leur président pour que demain, on puisse à nouveau être un des pays qui peut faire la fierté de l'Afrique noire. La diaspora s'est beaucoup mobilisée pour la défense des libertés sénégalaises. Et elle attend des autorités nouvelles qu'il y ait de nouvelles opportunités qui s'offrent à elle. Et si vous voyez en fait dans la configuration, nous avons beaucoup de Sénégalais en Afrique, surtout en Afrique noire. Donc cette diaspora, elle est assez importante et l'impact, elle doit avoir une approche particulière. Et c'est pourquoi nous, d'ailleurs, dans l'offre programmatique que nous avons soumise aux Sénégalais, nous avons, entre autres mesures, pensé à la prorogation du passeport de 5 à 10 ans. Ça, c'est une première mesure. Deuxièmement, nous voulons créer un guichet pour les opportunités économiques qui peuvent découler de leurs expériences dans les pays qui les accueillent. Et nous voulons une réforme foncière avec un guichet unique qui puisse leur permettre un accès sécurisé aux fonciers, pas gratuit, mais au moins un accès sécurisé aux fonciers. Nous voulons aussi que les Sénégalais, où qu'ils puissent être, puissent bénéficier de commodités qui ne nécessitent pas vraiment des déplacements parce que les technologies de l'information et de la communication sont arrivées à un tel niveau que pour les formalités administratives, ils peuvent savoir qu'ils peuvent le faire dans n'importe quel pays du monde et l'État du Sénégal devra répondre présent. Et enfin, comme je l'ai dit, nous pensons que nous n'accepterons pas que les droits d'un Sénégalais, où qu'ils puissent être sur terre, soient violés par un pays, dans un pays tiers ou par un pays tiers, sans que nous ne puissions réagir à la juste mesure. Donc ça, au moins, nous leur devons ça. Nous devons ça à la diaspora sénégalaise qui a su se mobiliser pour se battre auprès des Sénégalais dans cette période de conquête des libertés publiques.